Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Télé Djibouti. Il est 22h, c'est l'heure de vous présenter ce bulletin d'information du 4 novembre 2014, dont voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parraine la 3e conférence africaine sur les banques islamiques. Au Nigeria, un attentat suicide fait au moins 15 morts et une cinquantaine de blessés. Bonsoir. Comment orienter la finance islamique pour la mettre en service des économies africaines? Telle est la question prépondérante de la 3e conférence africaine de la finance islamique qui s'est ouverte ce matin sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était accompagné par son épouse, la première dame, Mme Kadra Mohamed Haït. À son arrivée, il était accueilli par le gouverneur Ahmed Ousmane de la Banque centrale. Le membre du gouvernement, corps diplomatique ainsi que le dirigeant des banques de la place et près de 300 experts et représentants selon la Banque mondiale prennent part à cette conférence islamique. L'ouverture de cette conférence fut aussi l'occasion de rendre hommage et observer une minute de silence à la mémoire de l'initiateur de ce rendez-vous à Djibouti, feu Jama Mohamed Haït, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Cette conférence est la 3e conférence africaine de la finance islamique du genre. Sera alors l'occasion de se pencher sur les opportunités offertes par le continent afin de saisir et développer la finance islamique en Afrique. Un système financier qui a vu le jour dans les années 70. Il représente une manne de plus de 1,7 milliard de dollars en termes d'échanges financiers. Pourtant, l'Afrique ne gère que 1% de ses capitaux. Une goutte d'eau dans ce monde des finances islamiques lorsqu'on voit la croissance du continent. Alors pour pallier à cette lacune, le pays d'Afrique devrait se mettre en place de mécanismes et de normes juridiques qui inciteraient les promoteurs de la finance islamique de saisir les potentialités que représente l'Afrique et au regard de la croissance qu'elle enregistre, a indiqué le secrétaire général du Conseil général des banques islamiques, Abdelilahi Petalik. Cependant, des institutions comme la Société islamique pour le développement, par les biais de son directeur de développement, Masmoudi, s'est dit prêt à financer des projets et d'appui de PME et PMI, mais aussi des finances de micro-projets de lutte contre la pauvreté. D'autant plus que la finance islamique en Afrique est à son paroxysme et les opportunités à saisir sont énormes. Cette conférence a pour objectif de fournir le plateforme sur les opportunités et les défis que orge la banque, la finance, le paysage islamique d'investissement en Afrique. Le fondateur d'Al-Seif, une organisation qui participe à certaines des initiatives internationales dans la finance islamique, le docteur Albertino Burononi, a indiqué qu'à ce jour, l'Afrique compte que 98 banques islamiques qui concentrent essentiellement leurs efforts en Afrique du Nord et au Soudan. La finance islamique gagne du terrain et se positionne, a-t-il dit, comme une alternative au système financier classique. Voici un extrait de son intervention. Face aux défis du développement et des contraintes liées à la rareté des ressources financières en don, les pays africains tentent de trouver des alternatives moins coûteuses aux mécanismes de financement traditionnels. Dans cette optique, ils s'ouvrent de plus en plus au profit des ressources financières asiatiques, chinoises et arabes essentiellement. Si des travaux sont en cours sur la stratégie chinoise en Afrique, l'opportunité des ressources financières du Golfe arabe pour le continent est assez mal connue, alors qu'elle semble susciter un grand intérêt auprès des décideurs du continent. On sait que la mobilisation des fonds sur le marché financier islamique peut se faire de 3 façons, essentiellement. Elle peut se faire par le biais, à travers l'émission des soukouk,
La Banque islamique de développement ouvre déjà pour l'assouplissement du cadre réglementaire afin de favoriser l'implantation de banques commerciales islamiques. Elle oriente de plus en plus les États vers les soukouks. L'Afrique, de son côté, devrait tenter de s'approprier plus énergiquement de cet outil qui présente de nombreux atouts. En s'impliquant un peu plus dans le processus de son installation sur le continent à travers la réglementation et en portant surtout une attention particulière sur les approches utilisées dans la détermination des marges. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a rappelé que la finance islamique a vu le jour à Djibouti en 2006 et compte 4 banques. Il a annoncé que le dépôt capté par la finance s'élève à 33 milliards de francs et représente 15% du total du dépôt de la clientèle bancaire. On l'écoute. Qui a démontré ses innombrables qualités, notamment sa résistance aux crises financières internationales, a fait son apparition à Djibouti en 2006 et compte à ce jour 4 établissements bancaires. La taille du marché de la finance islamique à Djibouti est évaluée en 2014 à 55 milliards de francs Djibouti, en hausse de 20% par rapport à 2013. Les dépôts qu'elle capte s'élèvent à 33 milliards et représentent déjà 15% du total des dépôts de la clientèle bancaire. Leur participation au financement de l'économie se distingue par des concours en constante progression, en moyenne 30% annuel. Ainsi, les bénéficiaires des crédits à caractère islamique ont plus que doublé entre 2012 et 2014. Le portefeuille des crédits tenus par les banques islamiques se distingue par ailleurs par un faible taux de créances douteuses estimé à 1,6%, soit un niveau inférieur à la moyenne du secteur bancaire en général. Les banques islamiques ont mis en place une série de projets immobiliers pour renforcer leur niveau de fonds propres, évalué à 3,4 milliards de francs Djibouti en 2014 contre 1,9 en 2013. Les banques accompagnent également le gouvernement pour le financement des projets immobiliers sociaux. Ainsi, en début de leur présence relativement récente dans le paysage économique djiboutien, les banques islamiques apportent leur précieuse contribution tant dans le financement de l'économie que dans l'instauration d'une industrie financière inclusive. En termes de création d'emplois, ce secteur emploie déjà 198 personnes sur le 692 du secteur bancaire, soit près du tiers des effectifs. En termes d'inclusion financière, un projet pilote de microfinance islamique qui connaît actuellement en France succès viendra à terme étoffer l'offre de produits et services dédiés aux plus pauvres. Pour accompagner au mieux cette tendance, nous avons entrepris des réformes importantes du secteur financier afin de le rendre harmonieux et l'adapter aux exigences professionnelles dictées par l'évolution du cadre macroéconomique. Tout en facilitant l'expansion du secteur financier par la suppression des dispositions légales et réglementaires désuètes, nous avons instauré des normes qui renforcent la solidité financière de ces institutions et resserré leurs modalités de supervision. Dans le même temps, nous avons engagé 2 projets majeurs pour accroître la bancabilité de la clientèle bancaire. L'un visant la modernisation des infrastructures financières pour produire l'information financière intégrée et de qualité en temps réel, et l'autre a pour objet la création d'un fonds de garantie partielle, un appui au PMI cher au président de la République. L'ancrage de la finance islamique dans le pays financier de Djibouti est désormais acquis, tant auprès de la clientèle, des professionnels que des particuliers. Dès lors, Djibouti, terre d'islam et carrefour commercial entre l'Afrique et l'Asie, se pose tout naturellement comme la place indiquée pour l'épanouissement de la finance islamique en Afrique. Dans son intervention d'ouverture de cette 3e conférence annuelle des banques islamiques opérant sur le continent africain, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est déclaré ravi de voir Djibouti accueillir une nouvelle fois ses assises au moment où le terme islamique est stigmatisé et fait l'objet de beaucoup d'amalgames.
Selon le chef de l'État, le mode de fonctionnement des banques islamiques enregistre désormais des succès de plus en plus grandissants du fait qu'il est structuré autour d'un certain nombre de valeurs morales et éthiques en premier lieu et qu'il évite les dérives spéculatives des banques mues par les intérêts et les profits colossaux de l'ultralibéralisme. Le président Guelleh s'est en outre félicité que les 4 banques islamiques opérant à Djibouti aient contribué à la croissance économique du pays. Écoutez le président de la République. Djibouti est fier de recevoir pour la 3e année consécutive le sommet annuel des banques islamiques en Afrique. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous accueillir ici et de nous retrouver autour d'un projet commun fédérateur qui sert nos intérêts stratégiques. À l'heure où, dans certaines parties du monde, le qualificatif d'islamique est victime d'amalgames douteux, des fois même de discrimination et de stigmatisation, c'est une fierté de savoir qu'il existe un domaine où il excelle. À l'heure où la finance classique est pointée du doigt pour ses responsabilités dans les crises de l'économie mondialisée, c'est une satisfaction de constater que cette finance islamique est recherchée et même souhaitée dans les grandes capitales occidentales. Enfin, c'est également pour nous un réel motif de satisfaction de se rendre compte que la finance islamique rencontre un succès grandissant sur notre continent. Cet engouement pour la finance islamique sur notre continent s'explique évidemment par son originalité et sa spécificité. Car tout comme la finance classique véhicule une idéologie libérale et même ultralibérale, la finance islamique est structurée autour d'un ensemble de valeurs religieuses et morales qui la régulent de l'intérieur et évite ainsi les dérives spéculatives. Mais cet engouement s'explique aussi par le fait qu'il s'agit là d'un paradigme de financement qui se greffe facilement au socle des identités traditionnelles et coutumières de nos sociétés. Notre pays est un exemple emblématique de cet engouement. En moins d'une décennie, les banques ont réussi à capter une part significative du marché. En effet, non seulement les banques islamiques présentes sur notre place nous ont permis de sortir d'une situation de duopole étouffante imposée, mais elles ont permis également une diversification de l'offre et par conséquent un meilleur accès au financement. De ce point de vue, il n'est pas exagéré de dire que les 4 banques islamiques qui se sont implantées dans notre pays ont leur part dans la croissance économique de notre pays depuis une décennie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le financement n'est pas une fin en soi. Il n'a de pertinence et de sens que s'il s'intègre dans une vision, je dirais même une philosophie, qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Le financement islamique, qui est infusé par une éthique et une morale, a vocation à s'impliquer avant tout dans un projet de société dont l'objectif ultime est d'assurer le bien-être des hommes et des femmes sur notre continent. Cette ambition, morale mais politique aussi, Djibouti l'a inscrite au cœur de son développement dans un programme intitulé Djibouti Vision 2035. Il s'agit d'une vision à long terme qui a pour objectif de bâtir l'architecture d'un développement économique et social inclusif. Elle vise à mettre en place un nouveau cadre intégré de planification articulant mieux les orientations stratégiques à la programmation, à la budgétisation et à l'aide. Le chef de l'État a ensuite axé la seconde partie de son intervention sur les énormes projets d'infrastructure et les chantiers lancés en République de Djibouti pour stimuler l'économie et la croissance, ce qui aura pour effet de réduire très fortement l'impact de la pauvreté. Ainsi, d'un seul port en 2002, nous allons bientôt passer à 6 ports fonctionnels.
3 axes routiers asphaltés nous relieront à l'Éthiopie. Une ligne de chemin de fer électrique sera opérationnelle d'ici 2015. Le chef de l'État a ensuite évoqué l'énorme marché de 490 millions de consommateurs que représente le pays du marché commun d'Afrique et de l'Est et du Central, le COMESA. Tout projet, toute initiative demande de financement et les banques sont faites pour soutenir ces avancées et ces progrès économiques. Écoutons à nouveau les propos du président de la République. Tous nos efforts actuels ou futurs auront pour point de convergence cette ambition. D'ores et déjà, les grands projets d'infrastructure que nous avons lancés participent de cette démarche. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, d'un seul port en 2000, Djibouti aura 6 ports à la fin de 2016. D'une seule route asphaltée nous reliant à l'Éthiopie, nous aurons 3 axes routiers à la fin de 2015. Le chemin de fer n'est pas en reste. Une nouvelle ligne totalement électrique reliera les 2 capitales, Djibouti et Addis Abeba, et sera opérationnelle, elle aussi, à la fin de 2015. Une autre ligne électrique reliera bientôt la ville de Tajoura à Mekele, à l'Éthiopie. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti, membre actif de la COMESA, milite aussi pour une intégration régionale encore plus forte, car plus nos pays seront intégrés, plus il y aura une synergie de leur développement économique. C'est cette ambition que nous caressons pour notre région et pour notre continent. La COMESA, c'est 16,5 millions de kilomètres carrés, plus de 490 millions de consommateurs et un PIB global de 425 milliards de dollars. Cet espace représente une formidable opportunité de synergie économique. Voilà un immense espace où les besoins d'infrastructures sont énormes. La finance islamique se doit d'accompagner ces grands projets intégrationnistes dont la finalité est de constituer un marché unique du continent. Mesdames et messieurs, la promotion d'un système financier efficace, robuste et actif sera, à n'en pas douter, une composante essentielle de la stratégie globale pour le développement de notre continent. C'est la finance islamique, réputée pour être investie dans l'économie réelle, mais aussi louée pour ses normes prudentielles, possède des atouts non négligeables pour irriguer le développement de notre continent. Mais il faut qu'elle soit plus offensive, plus compétitive et plus efficace qu'elle ne l'est actuellement. Évidemment, les États doivent favoriser son émergence puisque c'est avant tout aux décideurs et aux politiques de mettre en place l'environnement le plus prospère. C'est pourquoi, pour renforcer l'implantation de la finance islamique dans notre pays, nous œuvrons à la construction d'une capacité nationale spécialisée et dédiée à la finance islamique qui ira de la microfinance islamique au soukouk, en passant par la promotion des produits les plus classiques comme les murabaha, les musharaka, l'istisna et les ijara. Au terme de cette année, nous projetons de créer un comité national de la charia chargé de veiller rigoureusement à la conformité des produits financiers et à l'éthique de notre religion. Enfin, pour 2015, nous espérons accueillir dans le secteur des assurances la première agence Takaful. De votre côté, vous devez réfléchir à une meilleure stratégie qui accélère et intensifie le financement islamique dans tous les secteurs de notre économie. Comment diversifier les produits de ces financements actuellement concentrés sur le secteur bancaire? Comment impliquer le financement islamique dans le développement social? Comment former nos cadres à une meilleure appréhension de ce financement? Quelle stratégie marketing
différentiel adopté. Toutes ces questions et d'autres feront naître des éléments de réponse qui feront en sorte que la finance islamique puisse être perçue comme un logiciel de développement de notre continent. C'est un combat que nous devons mener tous ensemble pour un monde meilleur. C'est l'essence même de notre religion. Aidez-vous les uns les autres à l'accomplissement du bien et de la pitié et ne vous entraînez pas à commettre le péché et l'agression. C'est un verset du Coran. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après la cérémonie officielle d'ouverture de cette conférence sur la finance islamique, la première dame de Djibouti, Khadra Mohamed Haïd, a visité les stands dressés au Kempinski à cette occasion. Plusieurs banques de la place, telles que la BCIMR, la BOA ainsi que les 4 banques islamiques, toutes ont présenté quelques-unes des prestations ou services qu'elles peuvent offrir à leur clientèle, qu'il s'agisse des hommes d'affaires ou des particuliers. Notons que la part des banques islamiques augmente d'une année à l'autre. La première dame ainsi que des officiels qui l'accompagnent ont été informés par les responsables de ces banques sur toutes les opportunités et les interventions des banques opérant à Djibouti. La secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, a indiqué dans une interview accordée à la télévision nationale que son département a initié un projet pilote de microfinance islamique en 2011 à partir d'un financement réussi par la Banque islamique de développement. Écoutons ses propos. Effectivement, le secrétariat d'État, par l'intermédiaire de la DDS, a initié un projet pilote de microfinance islamique en 2011 à partir d'un financement reçu de la Banque islamique de développement de $1 million. Et le gouvernement a apporté sa contribution à travers la mise en place des locaux et du personnel de cette unité de microfinance islamique. Nous voulions offrir, le gouvernement souhaitait offrir à la population de Djibouti un financement alternatif, une microfinance alternative à la microfinance conventionnelle. Et cette unité pilote était là pour démontrer que la finance islamique avait sa place même dans le secteur de la microfinance dans notre pays. Jusqu'à présent, combien de projets ont été financés dans ce cadre, ou de personnes ou de fonds qui sont injectés? C'est une unité, comme je vous l'ai dit, qui est basée dans la commune de Balbala. Elle cible la commune, des grands quartiers de la commune de Balbala, comme le quartier Bahash, Balbala Adi, Cheikh Ousmane, Karaoui. Mais aussi, il y a un montant de ce financement qui est réservé pour tous les autres quartiers de Balbala et Djibouti-Ville. Nous avons déboursé à ce jour plus de 66 millions de nos francs et plus de 324 promoteurs ont pu bénéficier de cette microfinance islamique, dont 221 femmes qui aujourd'hui, depuis 2011 à ce jour, ont des activités qui continuent et qui font même des profits. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Suite au décès du député et indépendantiste Adan Roble Awale, les messages de condoléances continuent d'affluer à l'RTD. L'ancien ministre, le sultan de Gob'ad, Habib Mohamed Boko, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt. Autre message de condoléances de la part du chef d'état-major de la garde républicaine, Mohamed Jama' Douale, adresse également ses sincères condoléances à la famille du défunt. Sachez également que la cérémonie de clôture du funérail, autrement dit le Maulid, aura lieu demain à la résidence familiale du défunt, à savoir au Cité de l'Aviation. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité internationale et africaine. En Égypte, le djihadiste d'Ansar al-Bay'a al-Maqdis prête allégeance à l'État islamique. Le groupe djihadiste Ansar al-Bay'a al-Maqdis, localisé dans la péninsule de Sinaï en Égypte, a annoncé hier qu'il prêtait allégeance au groupe extrémiste de l'État islamique qui a pris le contrôle de vastes territoires en Syrie et en Irak, ont reporté le média officiel égyptien. Mohamed Abdurrahman. Le groupe djihadiste Ansar al-Maqdis, qui a déclaré allégeance à l'État islamique, a revendiqué plusieurs attaques particulières meurtrières contre les forces de sécurité égyptiennes depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi il y a un an, à la répression qui s'en est suivie, causant des milliers de morts parmi les supporters de Morsi
et l'emprisonnement des milliers d'autres opposants à la prise du pouvoir par l'armée. La semaine dernière, un kamikaze avait lancé sa voiture bourrée d'explosifs sur un barrage militaire dans le nord de la péninsule du Sinaï, tuant plus de 30 soldats dans l'attaque la plus meurtrière contre les forces de sécurité depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Au lendemain de cet attentat, le président Abdel Fattah al-Sisi avait promis de mener une lutte implacable contre les groupuscules djihadistes et les bandes de trafiquants qui agissent dans le Sinaï. Il a décrété 3 mois d'état d'urgence dans le nord du Sinaï et établi une zone tampon à sa frontière avec la bande de Gaza, déplaçant de milliers de familles et détruisant des centaines de maisons. Les zones tampons visent à créer un vaste espace sans population, histoire d'asphyxier un peu plus aussi la bande de Gaza, et les tunnels creusés sous terre pour ravitailler la bande de Gaza ont été aussi détruites. Une experte sur les questions de sécurité, Iman Ragab, estime cependant que les objectifs souhaités par le gouvernement égyptien ne sont pas assurés d'être atteints. Nous ne savons pas si cette zone est une bastion terroriste ou juste leur terrain d'opération, a-t-elle indiqué. Le gouvernement égyptien soupçonne des activités palestiniennes de prêter main forte aux attentats qui se sont multipliés dans le pays et qui vient d'être ravitaillé. On vous le disait en titre, au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées hier et 50 autres ont été blessées dans un attentat suicide commis lors d'une grande fête chiite dans le nord-est du Nigeria. Un jour plus tôt, plus d'une centaine de détenus ont réussi à s'évader suite à l'attaque d'une prison dans le centre du pays. Explication. L'attentat suicide qui a fait 15 morts et une cinquantaine de blessés a eu lieu au cours d'une procession de fidèles chiites célébrant la grande fête de l'Ashura. L'attentat s'est produit dans la ville de Podiskom, la capitale économique de l'État de Yobe. Le chef de la communauté chiite de Podiskom, Mustafa Al-Nazidi, a confirmé la mort de 15 membres de sa communauté. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais on l'attribue au groupuscule de Boko Haram. Mustafa Al-Wan estime d'ailleurs que Boko Haram vise souvent les chiites nigériens. L'État de Yobe fait partie de 3 États du nord-est du Nigeria placés sous état d'urgence depuis mai 2013. Parallèlement à cet attentat, les autorités ont révélé qu'une prison dans l'État central de Kogi avait été attaquée dans la nuit de dimanche à lundi. 132 des 145 prisonniers se sont échappés. Ces attaques interviennent quelques jours après la diffusion d'une vidéo du leader de Boko Haram qui a plongé la population du nord-est dans la consternation. Aboubakar Sheko nie l'existence du cessez-le-feu annoncé par les autorités et la médiation tchadienne et affirme avoir converti les jeunes filles enlevées il y a plus de 6 mois à Chibok et les avoir mariées de force à ses combattants. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même chaîne.